l'Asie est le plus riche des royaumes, la terre des épices et de l'or. Pour le moment, il n'y a que deux moyens d'y parvenir. Par mer, en contournant le continent africain, ou par terre. Mais les Turcs ont fermé cette voie à tous les chrétiens. Il existe une troisième route. Faire voile vers l'ouest en traversant la mer Océane. Je crois que les Indes ne sont pas à plus de 750 lieues à l'ouest des îles Canaries. Bah qu'est-ce que tu veux que je rajoute? Il y a déjà tout dans l'introduction. Bah tu peux expliquer plus de détails? Ouais, bon. Bah je vais essayer de faire un truc, mais je garantis rien. Hein. Bon. Bah je peux pas envoyer le générique. Durant le Moyen-Âge, un important commerce de denrées précieuses se faisait entre l'Europe et l'Extrême-Orient. Ces voies commerciales, c'est ce qu'on appelle les routes de la soie. Le problème, c'est qu'à partir du XVe siècle, ces routes ne sont plus sûres. Oui, car comme nous l'avions vu, l'Empire ottoman envahit l'Empire byzantin. Il l'achève en 1453, contrôlant ainsi l'ensemble de la Méditerranée orientale. Non seulement les routes n'étaient plus sûres, mais en plus, l'Empire ottoman a décidé de bloquer la route à toutes les puissances européennes. En clair, ça devenait un problème pour Venise et pour Gênes, qui étaient de grandes puissances marchandes, et qui ne pouvaient plus commercer avec les Indes en passant par la voie terrestre. Trouver de nouvelles voies commerciales devenait nécessaire. L'objectif était de trouver de nouvelles routes vers les Indes tout en contournant l'Empire ottoman. L'océan se présentait donc comme la seule solution. Si la conquête ottomane n'est pas le seul élément déclencheur des entreprises d'exploration, on peut dire qu'elle l'a grandement impulsée, dans la mesure où la fermeture des voies terrestres a nettement encouragé les financements. Au jeu des explorations maritimes, il faut bien reconnaître que les Portugais ont une sacrée longueur d'avance sur tout le monde. Et oui, parce qu'ils n'ont pas attendu l'invasion de l'Empire byzantin par l'Empire ottoman pour commencer quelques expéditions maritimes. En effet, dès le début du XVe siècle, le fils du roi Jean Ier du Portugal, Henri le Navigateur, organise des expéditions vers le sud du continent africain. Des expéditions possibles grâce au développement de nouvelles techniques de navigation, telles que la boussole, l'astrolabe, qui sert à se repérer à partir des étoiles, ou encore par le développement d'un nouveau type de bateau spécialement conçu pour les grandes expéditions en mer, la caravelle. Ces expéditions offrent très vite des résultats encourageants, puisqu'en 1487, le marin Bartholoméo Dias découvre un passage au sud de l'Afrique, le cap de Bonne-Espérance. 10 ans plus tard, en 1497, c'est au tour de Vasco de Gama de se faire connaître en étant le premier à passer le cap de Bonne-Espérance et à rejoindre les Indes par la mer. Sauf que, dans les faits, Vasco ne pensait pas être le premier marin à atteindre les Indes par la mer, puisque Christophe Colomb, un navigateur travaillant pour l'Espagne, affirmait avoir atteint les Indes en prenant la route de l'Ouest, c'est-à-dire en traversant l'océan Atlantique. Conscient de la sphéricité de la Terre, Christophe Colomb pensait pouvoir rejoindre les Indes en traversant l'océan Atlantique et donc en passant par l'Ouest. Oui, parce que, contrairement à ce que certains pensent, la sphéricité de la Terre était bien connue au XVIe siècle. D'ailleurs, ça se savait depuis l'Antiquité. Hein. Mais bon, revenons à nos moutons. Bon, dans les faits, l'idée est pas bête.
mais il est un peu tombé sur un os. Un os de 42 millions de kilomètres carrés. Le truc bien balèze. Christophe part donc des îles Canaries avec 3 caravelles en août 1492 et fait une traversée d'environ 70 jours. Avec entre-temps un équipage à la limite de la mutinerie du fait d'être paumé au milieu de nulle part. Ils arrivent finalement dans les Bahamas le 12 octobre 1492. Sauf qu'ils se pensaient en Extrême-Orient, quelque part près des Indes. Pendant près de 10 ans, le mec s'est cru en Inde. Et il n'a cessé de faire des allers-retours entre l'Espagne et les Antilles, persuadé d'avoir trouvé une route vers l'Orient. Oui, bonjour. Pouvez-vous me passer le bureau d'Isabelle de Castille, s'il vous plaît? Merci. Isabelle, c'est Christophe. Bon, je suis bien arrivé en Inde, mais ça ressemble pas du tout à ce qu'avait dit Marco Polo, hein. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. Oui, c'est chelou, exactement. Dans les faits, il a fallu attendre que les Portugais envoient en 1501 Amerigo Vespucci pour que l'Europe comprenne qu'il s'agissait d'un nouveau continent. Amerigo, Amérique, je vous laisse faire le rapprochement. Amerigo Vespucci est en effet le premier à comprendre que la découverte de Christophe Colomb n'est pas les Indes, mais, selon ses termes, un nouveau monde. Et c'est seulement après avoir compris ce petit détail, un petit détail de 42 millions de kilomètres carrés, que les Espagnols se sont dit qu'ils pouvaient en tirer bénéfice en l'envahissant. Mais ça, c'est une autre histoire.